Mesdames, Messieurs, bonjour, ici le docteur Astro. On se retrouve pour une nouvelle étude de cas. Aujourd'hui, nous parlons d'Idriss Aberkan, qui est très connu aujourd'hui sur les réseaux. Allons voir un peu ce que nous raconte le thème de Monsieur Aberkan. Voilà. Donc, Monsieur Aberkan est Gémeaux, Soleil en Gémeaux, ascendant Balance. Donc l'ascendant, comportement spontané, naturel, inconscient. Qu'est-ce que fait la balance? On a quelqu'un qui est quand même dans le relationnel, le partage, quelqu'un qui cherche par son comportement toujours une forme d'équilibre, quelqu'un qui peut être dépendant, puisque l'ascendant, c'est le moi, qui fait référence au bélier, l'individualisme, la spontanéité de nos actes. Ici, en balance, c'est l'autre. Donc, pour agir, on peut souvent, ou peut-être, avoir besoin de l'autre. On peut retrouver une dépendance avec la balance. Quelqu'un quand même qui va chercher de l'harmonie dans ce qu'il fait. Mais on peut voir, dans cette maison 1, on y retrouve Pluton en Scorpion. Donc on a quand même quelqu'un de très plutonien. Et ici, comme c'est du comportement spontané et inconscient, M. Aberkan ne va pas forcément se rendre compte de ce qu'il fait avec Pluton. Qu'ici, quand on rencontre M. Aberkan, ce qu'on ressent directement, c'est ce Pluton. Si vous êtes en sa présence, ce que vous allez ressentir sans parler, ça va être la maison 1 de la personne. Ici, vous allez ressentir Pluton. Et on parlera aussi de la Lune, dans le ressenti, dans la présence d'une personne. Donc avec un Pluton en maison 1, on est quand même on a affaire à quelqu'un de très intense, de très magnétique, de très profond. Par sa simple présence, vous vous sentez mis à nu, dans le sens où les mensonges, les non-dits, les faux semblants, ici, vont tout de suite être révélés. Du moins, ils vont être ressentis fortement. Pluton, on parle de la mort, de la sexualité, du pouvoir de l'information, besoin d'aller au fond des choses. On parle aussi de fusion. On est en Scorpion. On a quelqu'un qui a un énorme pouvoir de persuasion, de manipulation. C'est possible avec Pluton. C'est ce qu'on fait sans s'en rendre compte. Ici, quand vous le rencontrez, soit vous êtes fasciné par cette énergie mystérieuse, magnétique, ou au contraire, vous êtes effrayé. Vous sentez le poids de la mort, le poids de quelque chose qui vous absorbe, comme si vous alliez disparaître. Un Pluton en maison 1, c'est quelque chose de très intense. Et on peut voir que M. Aberkan a aussi une lune en Scorpion. Ici, cette lune, elle est en chute. Elle n'est pas dans son domaine, puisqu'elle est exaltée en Taureau. Donc encore une fois, pour M. Aberkan, le besoin de fusion, de sexualité, ici, il est très très fort. Une lune en chute chez un homme, ça gratte très fort à l'entrejambe. Ça gratte très très fort. On se sent, on a un côté un peu dévorant, une libido exacerbée. Du moins le besoin est exacerbé. Lune en Scorpion, on a quelqu'un qui a un grand besoin de fusion, un grand besoin d'aller au fond des choses, besoin de mourir pour renaître. On a toujours besoin d'une certaine transcendance par la fusion et la sexualité. Ça le renvoie à l'image de sa mère. Et on peut voir que cette lune se retrouve conjointe à Saturne. Donc au niveau de la mère, on peut quand même retrouver une mère
qui était plutôt autoritaire, une mère exigeante, une mère peut-être contrôlante, un peu rigide, une tendance à retenir ses émotions. La Lune, c'est les besoins, Saturne, les limites, la restriction, le fait de grandir, de prendre son temps. Donc ici, l'enfant a senti le poids de la responsabilité très tôt. On a un enfant qui a dû apprendre à grandir tout de suite, ou un enfant qui a peut-être eu du mal à se sentir enfant. Ici, on se sent adulte très tôt. Et si je reviens à cet ascendant, voyons voir où s'épanouit M. Aberkan. Il faudra voir où se trouve Vénus, puisque Vénus, maître du signe de la Balance. Et on peut voir dans ce thème que Vénus se trouve en maison 9 et en Cancer. C'est ici que M. Aberkan va s'épanouir à l'étranger. Peut-être que M. Aberkan va aimer fonder un foyer à l'étranger. Peut-être qu'il va aimer une femme à l'étranger avec qui il fondera un foyer. Une femme qui se trouve loin. La maison 9, on est toujours dans le lointain. Quelque chose qui se trouve loin de chez nous. Les cultures étrangères. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime en apprendre sur le monde, sur les cultures étrangères, les civilisations étrangères, les histoires ancestrales à l'étranger. Quelqu'un qui aime se cultiver, quelqu'un qui aime explorer le monde, en apprendre davantage sur l'histoire du monde. En maison 9, maison du Sagittaire, on aime explorer, on aime le mystère, on aime voir les choses avec sous tous les angles possibles, vraiment ce qui nous relie au monde de manière générale. Donc c'est ici que M. Aberkan va s'épanouir. L'amour se trouve à l'étranger et la famille aussi. Il y a quelque chose de la sorte chez M. Aberkan. Et donc à quel type d'homme on a affaire, de par son comportement très plutonien, très intense, beaucoup de magnétisme, beaucoup de pouvoir. Avec Pluton, on sait énormément de choses, c'est l'intelligence. Quelqu'un qui a un grand besoin de fusion, un grand besoin de sexualité, qui a dû sentir le poids de la responsabilité très jeune. Et en tant qu'homme, c'est un Mars en Capricorne, M. Aberkan. Ici, Mars est exalté, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le domaine de l'action, du combat, d'aller de l'avant, la virilité, ici ça prend une grande ampleur. On a quelqu'un de très ambitieux. On peut avoir un homme mature, structuré, un homme très réaliste, terre à terre. Capricorne, le principe de réalité, le temps, les efforts pour grandir, pour mener à bien tout ce qu'on entreprend. On a quelqu'un de très ambitieux. Puisqu'avec le Capricorne, on fait toujours les choses en grand. On aime viser loin, grimper la montagne, peu importe le temps que ça prendra, la difficulté que ça va représenter. On peut avoir quelqu'un aussi qui aime la solitude. Capricorne, ça peut renvoyer au moine dans sa grotte. Quelqu'un qui aime se contenter de l'essentiel, qui va droit au but. Mais on retrouve toujours une grande ambition. Avec un Mars en Capricorne, on ne fait pas les choses à moitié. On structure sa pensée, on structure ce qu'on fait, et on pousse toujours la réflexion. Surtout que ce Mars se trouve en maison 3. Maison 3, la maison du Gémeaux. Donc ça va amener quand même un peu de légèreté à cet homme Capricorne. Capricorne, on peut être sur la retenue, on peut avoir du mal à passer à
à l'acte, justement. Puisqu'on est réfléchi, on prend beaucoup de temps, mais une fois qu'on se lance, on y va à fond, et on fait les choses en grand. Et donc avec cette maison 3, maison du Gémeaux, ça peut venir alléger un peu le Capricorne. En Gémeaux, on est dans la découverte, la curiosité. C'est un très bon placement pour être journaliste, par exemple. Un communicant, faire de la radio, du commerce, la maison 3, c'est un très bon secteur pour ce domaine. Maison 3 Gémeaux, on est vraiment dans la communication, la découverte. On va chercher un peu dans tous les sens. Le Gémeaux retrouve toujours l'adolescent qui papillonne, qui aime en découvrir un maximum. Le Gémeaux peut avoir une tendance superficielle, mais en Capricorne, on va tout de même aller au fond des choses. Donc un Mars, un homme très communicant, très ambitieux, qui va loin. Mais on peut voir que ce Mars est carré à l'ascendant. Monsieur Aberkan a un gros conflit avec lui-même. Ici, on a du mal à accepter son comportement, sa propre façon de faire. On peut avoir du mal à accepter sa dépendance à l'autre et au couple, bien qu'on est quelqu'un de très sensible. Avec une Vénus en Cancer, on a quelqu'un de très sensible. On est très émotif. Les histoires de cœur, on peut être très touché. Et on peut aussi être très en demande et très dépendant avec le Cancer. On a peut-être quelqu'un qui a un grand besoin de réconfort, malgré tout. Le Cancer a toujours un besoin de sécurité affective. Avec son ascendant Balance qui le renvoie forcément à cette Vénus, on a fort à voir avec le couple, avec la famille. On peut avoir énormément de sentiments pour sa famille, pour les enfants, de manière générale. Mais donc, quelqu'un qui a du mal à accepter cette part de lui. Avec ses ambitions dévorantes, il n'accepte pas son comportement. Il a besoin de partager, de s'ouvrir à la relation, mais il est en conflit avec cet aspect de lui, perdu dans ses ambitions, dans sa carrière, dans sa vocation. Ici, on est en guerre avec soi-même. C'est pas évident à gérer. Et donc, je disais, Monsieur Aberkan est un Gémeaux qui le renvoie encore une fois à cette maison 3. Le Gémeaux, de plus qu'on a un Mercure en Gémeaux, et on peut voir que Lilith est conjointe à ce paquet en Gémeaux. Le Gémeaux, la curiosité, l'intellect. Ici, on a quelqu'un qui a énormément de choses à dire. Le Gémeaux a un énorme pouvoir d'adaptation, une qualité pour créer du lien, faire des ponts entre les choses. Ici, on a quelqu'un de très mental. L'agitation mentale, nerveuse, Mercure en Gémeaux, ça tourne énormément, ça galope constamment. On a du mal à se poser dans sa tête. On est toujours à papillonner dans tous les sens mentalement. Et avec cette Lilith, on pourrait avoir un esprit très indépendant, très insoumis, très sauvage. Lilith, c'est l'insoumission, la sauvagerie, le refus des conventions. On aime être libre. Ici, on parle d'esprit, on parle de mental, de réflexion. Donc avec Lilith, vraiment un aspect très sauvage, très insoumis au niveau de l'esprit. Et donc ce Gémeaux curieux, communicant, on peut voir que Monsieur Aberkan, pour lui, ça se trouve en maison 8, la maison du Scorpion. Donc indirectement, Aberkan est Gémeaux ascendant Balance, mais indirectement on peut voir qu'il est très marqué Scorpion par les énergies du Scorpion. Déjà par ce Pluton en maison 1, quelqu'un de très magnétique, de très profond, qui va au fond des choses, qui peut peut-être abuser certains jeux de pouvoir,
avec cette lune en Scorpion, encore une fois, besoin de fusion, la sexualité très intense, ici on est très en demande, surtout que ça se trouve en maison 2, le Taureau, la chair, ici on va demander à incarner cette fusion et cette sexualité vraiment dans la matière. Et donc, comme je disais, que cette maison 8, on est encore chez le Scorpion. Ici, on va au fond des choses, encore une fois. La sexualité, la fusion, besoin de creuser, d'aller au fond de la cave. Donc, Monsieur Aberkan, indirectement, est très marqué par l'énergie du Scorpion. Cette position est aussi très bonne pour être un détective, un chercheur, un enquêteur ou un journaliste qui va aller au fond des choses. En Gémeaux, capable d'explorer beaucoup de niveaux. Mais donc, le danger, avec cette maison 8, pour Monsieur Aberkan, ici, la position défensive, conflictuelle. Je vais rappeler ce que représente la maison 8. Sur le niveau de la famille, déjà, on retrouve les comportements imposés. Ici, le diktat familial est très puissant. On parle d'une certaine façon, on rayonne et on s'exprime d'une certaine façon, sous peine de mort. Ici, la famille est très dure avec nous. Et sur le plan personnel, rappelons ce que nous dit la maison 8 pour Monsieur Aberkan. La maison 8 représente la confrontation au fait que l'autre n'est pas comme on voudrait qu'il soit. Ici, on retrouve les hostilités, conflits avec l'environnement. Rien ne lui va à cette personne. Secteur de galère, on tient à notre vouloir sur l'autre. C'est le secteur de la mort, on peut aller jusqu'à en crever. Position agressive, relationnelle. L'inconscient est tout puissant et accumule, refoule jusqu'à explosion. Intransigeance sur comment devrait être l'autre. Ici, c'est la nécessité d'apprendre à parler, à concilier, à échanger. On retrouve le secteur des psychothérapeutes, des éducateurs, des métiers aux environnements agressifs ou agressés. Donc ici, avec cette position, Monsieur Aberkan doit apprendre à mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Attention à l'aspect conflictuel, relationnel, à l'intransigeance sur comment devrait être l'autre, comment il devrait se comporter. Ici, il faut y aller mollo mollo. Et donc ici, c'est l'inconscient de la personne. C'est comme si Monsieur Aberkan, comme si sa conscience, que représente le soleil, la lumière, se trouvait dans son inconscient. Ici, on a accès à énormément d'informations, mais ça nous demande d'aller voir en nous-mêmes profondément, de voir ce qui se cache dans nos entrailles pour avoir accès à un bagage d'informations vraiment colossal. Et on voit qu'ici, on est en opposition à Saturne et à la Lune. Ici, on a quelqu'un qui oscille entre l'indépendance et la dépendance, et aussi la maturité. Ici, on a une course à grandir et à fusionner. On a quelqu'un de très mental qui court à l'émotion et à la structure de ses émotions. Sur le plan du père, on a pu avoir un père assez dur aussi. Par cette opposition au soleil, on nous demande tout de suite de grandir, beaucoup d'exigences et une tendance à inhiber l'émotion. On peut retrouver un père qui nous demande tout de suite à être grand, exigeant, et qui a tendance à être plutôt froid. Un père qui peut manquer de tact. Ça donne pour Monsieur Aberkan un enfant qui a dû être adulte très tôt
et un adulte qui reste à la fois enfant et dépendant, mais qui va inhiber cette part de lui. À l'image du père, ici, M. Aberkan peut manquer de tact, manquer de douceur et de sensibilité. Bien qu'il en ait un potentiel énorme avec cette Vénus, ici on a beaucoup d'amour, de tendresse, et aussi un énorme besoin de réconfort, puisque Saturne représente aussi l'homme, les repères, la structure profonde de chacun de nous, notre noyau dur. Et on voit que cette lune se retrouve derrière. Derrière, c'est une phase 12. C'est quelque chose qu'on a tendance à inhiber, qui nous fait peur. Donc ici, le contact à nos émotions, à notre corps et à notre besoin de fusion, une tendance à le réprimer. On a énormément de retenue à ce niveau-là, avec une position Lune-Saturne. De plus que cette lune, comme je disais, est en chute. Pour M. Aberkan, la femme représente la bête noire en lui. Ses propres besoins de fusion, de sexualité, sont la bête noire en lui. La planète de chute, c'est la part animale en nous. Soit on va la vivre sous forme de fantasme, soit on va la vivre en conscience, ou soit on chute. Et si on chute, l'inconscient devient tout puissant et est au contrôle, est aux manettes. Ici, c'est la bête noire inavouable. Est-ce qu'il chute dans une folie pulsionnelle, sexuelle, comme une bête sauvage qui est possédée en quelque sorte par son besoin de fusion profonde, de sexualité intense, ou est-ce qu'il chute en conscience? Il s'incarne dans cette part animale de lui qui va lui permettre de faire remonter énormément d'informations qui se trouvent cachées, qui sont inconscientes en lui. Surtout qu'ici, comme je disais, la maison 2, le taureau, on est dans du concret, dans du matériel, dans du charnel. Ici, la sexualité doit réellement s'incarner dans la matière, dans le corps. Ne plus être refoulé ou fantasmé, ou inhibé ou retenu. Il faut la vivre, il faut chuter, mais en conscience. Surtout que la conscience ici est en maison 8, ça va lui faire remonter beaucoup d'informations sur lui-même. Et si on regarde ce Jupiter chez M. Aberkan, ici, comme je dis, Jupiter en poisson, il est chez lui, il est en domicile. Ici, on a la boîte de Pandore. Ici, M. Aberkan est en contact avec l'univers, la création, un potentiel d'amour, d'humanisme, de compassion énorme. Ici, la boîte de Pandore, on peut avoir une imagination hors norme, une inspiration hors norme. On a un paquet d'informations monumentales. On peut avoir une tendance à la spiritualité, la religion, l'idéologie, voire le dogmatisme. Ça peut aussi devenir une prison, ça dépend comment c'est vécu. Et en maison 5, la maison du lion, c'est par l'affirmation de soi qu'on va exprimer toute cette connaissance qu'on a en poisson. Ça peut être un grand besoin d'unicité, d'union. Ici, on retrouve le besoin de reconnaissance, besoin d'être vu, le besoin de s'affirmer à travers un partage universel, l'unicité, la spiritualité. Ça peut aussi faire gonfler le narcissisme, le Jupiter en maison 5. On parle du lion. Ici, on peut être bon, on peut être un bon créateur, la parentalité, le rapport aux enfants, quelque chose qui peut le nourrir. Ici, quelqu'un qui a énormément de choses à transmettre, un paquet d'informations gigantesques, avec un Jupiter en poisson, un gros potentiel d'unicité et d'universalisme. De plus qu'on voit que cette Vénus en amour côté cœur, on a quelqu'un de très aimant pour sa famille,
quelqu'un de très doux et affectueux, qui a peut-être un fort besoin de réconfort, de sécurité, mais on voit cette opposition qui court vers Neptune. Encore une fois, on retrouve la spiritualité, l'universalisme, l'amour universel, inconditionnel. Ici, la personne court vers une forme d'idéal, d'humanisme au niveau de la société. On cherche à universaliser le système, la société, et apporter quelque chose de plus spirituel, de plus uni, de plus humain. Neptune, c'est toujours l'univers, la création. Donc on a une personne quand même riche en couleurs, très ouvert à l'autre, très passionnel, une part animale qui demanderait à assumer, un homme très ambitieux qui a énormément de choses à dire, surtout avec cette boîte de Pandore, énormément de connaissances. Quelqu'un qui va au fond des choses, qui doit apprendre à mettre de l'eau dans son vin, ne pas être constamment dans le conflit, dans la transigence. Un esprit très sauvage et insoumis, énormément de choses à dire, d'informations. Attention à ne pas être trop rentre-dedans avec ce Pluton en maison 1. À ne pas être trop brusquant, voire manipulateur. C'est une possibilité. Et un homme qui a tendance à réprimer, à inhiber ses émotions. Un fort goût pour tout ce qui a trait à l'étranger, fonder une famille à l'étranger, trouver une femme à l'étranger avec qui on fonde une famille. Un homme qui a pu avoir du mal à avoir la foi envers le monde avec ce Saturne en Sagittaire. Saturne, c'est là où on grandit, on devient adulte. Ici, on apprend à structurer les idées, l'idéologie. On a aussi peut-être besoin de structurer ce qu'on apprend. Ici, on parle d'études, on parle de connaissances. Saturne exige beaucoup d'exigences dans les études. Se structurer, retrouver la foi idéologique envers le monde et la société. Et en maison 2, on nous demande d'être un pilier, de venir nous incarner profondément dans le corps et la matière. Voilà pour Monsieur Aberkan, comme d'habitude. Il y aurait énormément de choses à dire. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Exprimez-vous, dites-moi. Pensez aux pouces, aux abonnements pour aider cette chaîne à gagner en visibilité et me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et si on jette un dernier œil au nœud lunaire chez Monsieur Aberkan, nœud lunaire, nœud nord en bélier et en balance, on lui demande d'être autonome, de prendre des initiatives dans le couple et apprendre à partager, à communiquer. La maison 7 nous demande d'apprendre à partager, puisqu'en maison 1, le nœud sud se trouve donc en maison 1, on a une tendance à l'individualisme, à prendre des initiatives et à foncer tout seul. Ici, on nous demande de partager, d'être dans l'échange, mais de quand même prendre les rênes, de ne pas hésiter à garder nos initiatives au sein de la relation. Voilà pour Monsieur Aberkan, un personnage haut en couleur. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête ici pour cette petite vidéo. Merci à vous et à bientôt sur une prochaine. Ciao.